Formulabula. 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 Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de 1000 sabords. Je dirais même plus. Pressez ce bouton écrit et dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula, bande dessinée et plus si affinité. Merci beaucoup, merci à vous toutes et tous d'être là. Et donc on va attaquer tout de suite sur notre grand sujet. Je vais vous présenter nos intervenants. À ma gauche, Frédéric Augelot, qui est enseignant, mais aussi l'auteur d'un excellent ouvrage qui vient de sortir aux éditions Flubble Up, Second Souffle, bande dessinée alternative 2000-2020, une série d'entretiens avec plusieurs éditeurs, dont Serge Evanzing, je saute, mais je vais vous présenter après Swazik, qui est le fondateur des éditions Ça et Là, spécialisé dans les bandes dessinées du domaine étranger, et qui a publié le livre de Martin Panchaud, à sa gauche, La couleur des choses, et Swazik Kedio, qui est conservatrice des bibliothèques et à la BPI à Beaubourg. Voilà pour les présentations. Je voudrais d'abord, première question pour Frédéric, quand on parle de bibliodiversité de bande dessinée, on est sur un domaine qui est effectivement très divers, c'est-à-dire une grande vivacité éditoriale avec tout ce que ça comporte de petites structures qui luttent pour leur survie, c'est le côté sport de combat. Bonjour à tous et toutes. Alors je m'étais interrogé effectivement sur l'intitulé de cette rencontre autour de la bibliodiversité et de cette notion de sport de combat. Et je sais parce que c'est pas un peu contradictoire, on va pas se balancer des livres sur la figure. Et puis finalement je me suis dit mais si, c'est exactement ça, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéresse, ce sur quoi j'ai travaillé et ce que je défends aussi en fait, c'est tout un pan de l'édition de bande dessinée qui a besoin de se battre pour vivre, voire pour survivre. Alors quand on parle de diversité, c'est quasiment toujours le cas, c'est-à-dire qu'il s'agisse dans le domaine artistique, dans le domaine politique, etc. On sait très bien que les minorités et les diversités ont besoin à certains moments, au moins, de se battre pour obtenir une place, une reconnaissance, que ce soit dans le commercial, dans le politique, voire au niveau pouvoir en fait. Donc pour ce qui m'intéresse plus spécifiquement, et ce que je connais un peu mieux, c'est la bande dessinée alternative. Bon, on va dire des années 90 à aujourd'hui, mais avec un zoom depuis les années 2000-2020. Il faut commencer par pour parler de cette biodiversité, par une définition en creux. Pourquoi diversité ? Parce que c'est différent de ce qu'on connaît majoritairement et ce qui est très facilement accessible. C'est-à-dire qu'on va trouver dans toutes les librairies, facilement dans les bibliothèques, et puis dans tous les commerces, que ce soit des petits commerces indépendants, mais évidemment les grandes structures. Donc la bande dessinée alternative, dans un premier temps, c'est une définition en creux, c'est ni les bandes dessinées franco-belges que tout le monde connaît, les Astérix, les best-sellers, tout ce qui est édité parfois jusqu'à des millions d'exemplaires. La bande dessinée alternative, c'est pas non plus tous les mangas qui sortent en série, en traduction extrêmement rapide, enchaînée, etc. Et c'est pas non plus les comics, alors on connaît un peu moins ça en France, il y a des fans aussi qui sortent en fascicule. C'est pas tout ça, la bande dessinée alternative. C'est pas non plus une bande dessinée qui est totalement hors circuit. Voilà. J'allais venir. Ça, c'est une définition en creux. C'est pas une hiérarchie non plus. Ça veut dire que dans ce que je viens de dire, dans le côté ni, c'est pas des critères de qualité. Il peut y avoir de très bonnes bandes dessinées franco-belges, d'excellentes séries de mangas. Il y a pas de souci avec ça. Et pour la bande dessinée alternative, c'est la même chose. À l'interne, entre les éditeurs, entre les auteurs, on a une extrême diversité dans la façon d'aborder les thèmes, dans la façon de représenter les choses, d'écrire des histoires, etc. Pour avoir une définition plus positive et justifier ce terme d'alternatif, c'est qu'il y a, et ça c'est apparu et ça a été, on va dire, légitimé de haute lutte, surtout à la fin des années 80 et dans les années 90, par des éditeurs maintenant historiques comme l'Association, Cornelius, Six Pieds Sous Terre, les Requins Marteaux, Ego Comics, il y en a encore quelques autres. Ceux-là ont vraiment, justement, avaient assimilé totalement la dimension de combat. Ils ont lutté parfois difficilement, avec acharnement, pour obtenir leur place et pour faire accepter auprès des lecteurs, des libraires et des bibliothécaires que la bande dessinée faisait partie des livres, que les bandes dessinées étaient des livres à part entière. Alors malgré ce qu'on peut lire encore parfois, on dit voici un livre et une bande dessinée. Ok. Mais cette génération-là, des années 90 principalement, mais qui pour certains existe encore, s'est fortement battue pour cette reconnaissance, pour cette légitimation, qui a fini par être obtenu, au moins en partie. Parfois commercialement, il y a eu quelques énormes succès, je pense à Marjane Satrapi avec Persepolis, il y en a eu quelques autres, Fab Caro évidemment, dont le plus gros succès est sorti chez Six Pieds Sous Terre, donc c'est un éditeur qui existe toujours et qui, à part Fab Caro, n'est pas hyper connu. Mais cette génération-là a ouvert la voie à une seconde génération,
je dis seconde pour l'instant, mais je pense qu'on pourra bientôt dire une deuxième génération. Ce que j'ai appelé le second souffle, d'éditeurs qui sont nés à partir de la fin des années 90. Alors pour avoir une fourchette assez large, j'ai pris de la fin des années 90 jusqu'à la fin des années 2010. Et on a comme ça toute une galaxie, je préfère le terme de constellation plutôt pour les liens qu'il y a entre les uns et les autres, d'une vingtaine, d'une trentaine d'éditeurs. Ils sont pas tous dans l'ouvrage que moi j'ai réussi à faire, il n'y avait pas forcément la place. J'ai essayé d'en choisir des qui soient révélateurs, des qui soient disponibles déjà, suffisamment pour avoir quand même un portrait d'ensemble significatif. Cette génération-là, donc du second souffle, reconnaît clairement ce qu'elle doit aux générations précédentes. C'est-à-dire à la génération des années 90, Cornelius, l'association, etc., donc les combats de Jean-Christophe Menu, ils se reconnaissent complètement là-dedans. Donc ils savent qu'ils s'ancrent dans une histoire. Il n'y a pas de... Alors moi, je ne crois pas de toute façon à ce phénomène de génération spontanée, en bande dessinée, en littérature comme ailleurs. Ils savent très bien et ils le disent clairement ce qu'ils doivent aux générations précédentes. Donc cette génération-là, voire au-delà. Parce que avant même cette génération-là, il y a eu les revues comme Charlie Mensuel, comme Harakiri. Il y a eu la première version de Futuropolis, et également qui a eu un impact énorme sur plusieurs générations. Donc les éditeurs du second souffle reconnaissent ce qu'ils doivent à tous leurs prédécesseurs, tout en affirmant une nouvelle identité. Justement, voilà, cette nouvelle identité, elle s'ajoute comme une constellation. Je trouve que finalement la comparaison est assez bonne. De nouvelles étoiles s'éclairent dans le ciel pour former de nouvelles constellations avec les éditeurs du second souffle. Du coup, je vais donner la parole à Serge Benzik, puisque vous faites partie, on va dire, de ce second souffle. Les éditions ça et là ont 18 ans, c'est cette année. Au moment de se lancer, on voit dans le livre ce que vous devez effectivement à Cornelius, à l'association, à tout ce qui s'est fait avant. Est-ce que il y avait une grosse envie de bande dessinée, d'éditer quelque chose? Et est-ce que tout de suite ça a été ce sport de combat qu'on cherche pour s'affirmer? Est-ce que le travail de légitimation qui avait été fait était déjà digéré? Il y avait d'autres difficultés qui se posaient à vous? Ou c'était encore de dire qu'on pouvait faire des livres de bande dessinée différents, des vrais livres aussi? Alors, pour répondre à ta première question, oui, j'ai perçu ça comme un sport de combat assez rapidement, dans le sens où au bout d'un an, j'ai cru qu'on allait arrêter. Donc, on est vite rentré dans le dur, en fait, au moment de la création de la maison d'édition, parce que, comme j'avais l'impression, en démarrant la maison d'édition, que tout le monde n'attendait que nous et nos livres, j'ai imprimé systématiquement tous nos ouvrages à 2500 exemplaires. Il s'avère que c'était une très très mauvaise idée, qu'il y en a quand même un paquet qui sont vendus à beaucoup moins que ça, puisque les ventes moyennes, c'était le cas alors et c'est toujours le cas maintenant. La médiane des ventes, plus précisément, c'est autour de 1000 exemplaires. C'est chez Sayla, mais chez énormément de maisons d'édition, ça c'est des chiffres qui circulent globalement pas. C'est-à-dire que la moitié des BD parues dans l'année, il y en a 6000, elles sont vendus à moins de 1000 exemplaires. Ça c'est une info que j'avais pas, j'aurais bien aimé l'avoir. Moi, j'ai créé Sayla. Et c'est vrai que je me suis assez rapidement rendu compte que ça allait être un petit peu compliqué, mais on a eu ce qui est indispensable au business plan de tout éditeur indépendant, du bol. C'est vraiment, pour moi, ça repose beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on est un peu obligé, finalement, d'avoir de la chance de temps en temps qui va nous permettre de perdurer. Et après, c'est vrai qu'il y avait une singularité au niveau de la ligne éditoriale de ça et là, c'est que j'ai décidé dès le départ de me consacrer au domaine étranger et de publier uniquement des auteurs étrangers. Donc, on a maintenant des auteurs et des autrices de 33 pays différents, une centaine. Martin est suisse, par exemple. Et c'est d'ailleurs notre premier auteur francophone, puisque jusqu'à Martin, je publiais uniquement des auteurs étrangers non francophones. Mais je suis ravi de voir qu'après toutes ces années d'écueil, on peut enfin faire partie d'une constellation, c'est quelque chose quand même d'assez gratifiant. Et est-ce que dans cette constellation, et pour justement soutenir cette diversité, est-ce que au début, en vous lançant, vous avez pu prendre conseil auprès de justement de petits éditeurs? Depuis, s'est fondé le syndicat des éditeurs alternatifs aussi, qui apporte des ressources et un soutien, et peut-être que vous pouvez en parler d'ailleurs, parce que se lancer tout seul, c'est de la grande aventure, avec tout ce que ça a de grisant, mais aussi tout ce que ça a de vertigineux, et vous l'avez dit, au bout d'un an, ça a failli tout arrêter. Oui. J'ai sollicité effectivement assez rapidement des maisons d'édition, pour le coup pas forcément des indépendants, mais il y a Vincent Henry de la Boîte à Bulles, il y avait Alain David de chez Futuropolis, nouvelle version de Futuropolis après le rachat par Gallimard, mais qui lui-même était un ancien indépendant puisqu'il avait cofondé les éditions Rackham, enfin il était éditeur aux éditions Rackham. Moïse Stankis aussi qui est chez Jungle maintenant, donc j'ai essayé de contacter des gens pour qu'ils m'expliquent un petit peu comment ça marchait, parce que moi je venais de l'audiovisuel, donc je n'avais pas une perception très claire de comment ça se passait dans le milieu de l'édition. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas encore ce SEA, qui est le syndicat des éditeurs alternatifs, qui s'est créé il y a maintenant 8 ans, dont Sayla est un des membres fondateurs, qui rassemble 50 maisons d'édition alternatives
toutes celles par exemple qui sont dans le livre de Frédéric, mais un bon nombre d'autres, dont la singularité, la spécificité, c'est cette alternativité justement, cette forme d'indépendance que tu as assez bien définie en creux et en positif. Et ce SEA, c'est devenu un endroit où d'échanges très très importants entre maisons d'édition plus anciennes et nouvelles maisons d'édition. On passe entre nous énormément d'informations. On a un site internet d'ailleurs que vous pouvez consulter, le SEA.fr, où il y a des informations sur toutes les maisons d'édition, sur nos catalogues. Ça peut être un moyen pour vous d'avoir accès à une information qui n'est pas forcément facilement accessible sur la diversité de nos catalogues. Donc on essaie de trouver des façons de communiquer, de nous entraider de façon très pragmatique sur des affaires juridiques, un point de vue commercial, etc. Mais aussi de communiquer auprès des professionnels, du grand public, de faire des actions communes. C'est quelque chose, on est tous et toutes très très sensibles à ça, cette entraide dans l'indépendance. C'est pas forcément le cas chez les gros éditeurs. Je pense que Glénat, Delcourt, ils s'entraident pas trop. Ils en ont pas besoin non plus. Mais... On parle plutôt de concurrence à ce moment-là, ouais. Frédéric ? Pour rebondir sur une ou deux remarques de Serge, alors il y a quelque chose qu'il a omis quand il a parlé du lancement de sa maison d'édition, peut-être par modestie ou parce qu'il s'y est habitué, je ne sais pas. Il a dit qu'il avait fallu une forme de chance, un coup de bol ou un ou deux coups de bol au départ. C'est vrai qu'on retrouve ça souvent chez les éditeurs. Ils arrivent à tenir quand ils ont un livre qui se vend un peu plus que les autres. Après, ce qui permet principalement de tenir, c'est l'énorme boulot qu'il y a derrière. Un énorme travail, mais c'est aussi ce qu'ils disent tous, mais monstrueux, et qui, au moins les premières années, est quasiment essentiellement bénévole. Et ça, c'est un combat de tous les jours pour les éditeurs. Un peu pour les éditeurs, les auteurs aussi qui leur font confiance, parce que les auteurs qui leur font confiance savent qu'ils vont pouvoir être rémunérés un peu, mais pas forcément énormément. Donc ça veut dire qu'on a un véritable engagement de la part des éditeurs et des auteurs qui les accompagnent. Et moi, cette dimension de combat, c'est ce que j'ai voulu essayer de montrer aussi. Elle est graphique, avec des bandes dessinées qui sortent de l'ordinaire, elle est narrative, avec des récits qui partent dans toutes les directions, la non-fiction, l'autobiographie bien sûr, mais ça depuis longtemps, mais aussi casser les gens, faire de la science-fiction autrement, c'est vraiment explosé, et c'est ça qui est super intéressant. Mais il y a aussi une dimension de combat, à mon sens, qui est un peu éthique et politique, c'est-à-dire la volonté d'arriver à éditer sur le moyen ou le long terme, sans se rendre dépendant des plus grosses structures, en éditant des livres qu'on sait pertinemment qui ne seront pas des gros succès de liberté, mais parce qu'on veut les faire vivre, parce qu'on veut donner la chance à l'auteur, parce qu'on sait que ces livres méritent d'être publiés. Alors ça veut dire qu'il faut se battre, qu'il faut faire du bénévolat, qu'il faut aller chercher des sources de revenus ailleurs. Ça peut être un petit peu des aides publiques. Quand je parle d'aide publique, c'est pas non plus des sommes mirobolantes, évidemment. Ça peut être diversifier les activités, faire des expos, faire des actions pédagogiques aussi. Il y a plein de choses. Donc la dimension de combat, elle est vraiment à plusieurs niveaux. Mais c'est vrai que le critère du potentiel commercial d'un livre est jamais un critère de choix dans les maisons d'édition indépendantes. Je veux dire, à aucun moment, enfin, je connais pas au sein du SEA des éditeurs ou des éditrices qui se disent bah tiens, ce bouquin-là, on va pas le faire parce qu'on va pas réussir à le vendre. C'est plutôt on décide de publier un livre, d'accompagner un auteur et une autrice, et après comment on va faire pour essayer de le vendre. S'il se vend bien, tant mieux. S'il se vend mal, bon bah il va falloir qu'on s'organise pour pouvoir faire avec. Mais c'est effectivement jamais un critère. Alors justement, on touche du doigt le mot, hein, sport de combat, peut-être on est plutôt dans une lutte pour la vie et la survie permanente chez les auteurs et les éditeurs. Alors justement, Martin et Serge, comment ça s'est passé l'édition de La Couleur des choses ? Vous arrivez avec un projet de bande dessinée, mais vraiment atypique, c'est un euphémisme, quelque chose de très 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 différent, chez un éditeur qui n'a jamais publié d'auteur francophone. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Comment ça s'est passé et pour vous, à quel point ça a été une lutte pour que ce livre puisse exister ? Oui, alors en fait, je me rends compte maintenant, c'est que cette lutte dont vous parliez tout à l'heure, dans le secteur, dans le milieu des artistes, je pense que c'est aussi une lutte pour accéder aux éditeurs qui presque doivent lutter encore, une sorte d'enchaînement de combat. Et je pense que, alors pour La Couleur des choses, c'était, pour donner une ordre d'idée, j'arrive avec ce projet en 2012 pour un prix de jeunes, d'encouragement avec ce projet qui n'est pas terminé donc. Donc en 2012, j'obtiens ce prix et en 2020, je publie chez des éditeurs allemands, suisse-allemands, qui sont les seuls qui sont d'accord d'accepter ce projet, en fait. Et c'est plus tard, en fait, que j'ai pu rencontrer Serge et lui présenter le projet. Et pour la petite blague, en fait, quand j'étais à Paris en 2013, j'avais noté ça et là comme éditeur potentiel que j'ai barré parce que j'ai dit non francophone. Donc, en fait, il y a une sorte de cheminement comme ça, détourné. Alors, pour ce projet qui est très particulier, justement, il faut convaincre que en fait c'est viable, que c'est pas une sorte de chose bizarre que j'ai fait sur un coup de tête, mais qui a quand même une structure et tout ça. Et
Et souvent, la réponse des éditeurs, c'était c'est pas dans le catalogue, on n'a jamais fait ça. Mais enfin, j'ai demandé à peu près à tout le monde, donc peut très diversifier les réponses, mais oui, ça reste un combat. Et puis, c'est ça aussi. Bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ça, on arrive à montrer son travail plus facilement, à peut-être avoir une validation du public avant d'avoir accès aux éditeurs. Mais c'est quand même, en fait, à travers les éditeurs qu'un livre existe. On a beau avoir un PDF qu'on met sur Internet, ça n'a aucune valeur par rapport à un livre dans la chaîne du livre. Voilà. Justement, Serge, quand Martin arrive avec ce projet, quelle est votre réaction? Et alors, j'imagine que vous avez suivi, mais La couleur des choses, entre-temps, il y a eu quand même des très très gros prix, voilà, mais c'était pas du tout gagné. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que justement vous avez mis en œuvre pour le pousser jusqu'où il est aujourd'hui? Alors, juste pour préciser, il a eu le Fauve d'Or au Festival d'Angoulême et le Grand Prix de la critique. J'aime bien m'entendre le dire. Donc, le Fauve d'Or à Angoulême et le Grand Prix de la critique à 2 mois d'intervalle. En fait, moi, quand il m'a présenté le projet, j'ai trouvé ça génial tout de suite parce que j'étais hypersensible à ce type de narration. Enfin, ça m'a tout de suite parlé. En revanche, je lui ai tout de suite dit, écoute, ton projet il est super intéressant, mais je ne publie pas d'auteurs étrangers francophones, donc je vais le lire et je te donnerai peut-être des contacts. Donc j'ai lu, j'ai adoré et je lui ai donné toute une liste de contacts chez des confrères, en fait, parce que je le fais assez souvent quand je reçois des projets, notamment d'auteurs et d'autrices français qui n'ont pas fait attention que je me consacrais exclusivement aux auteurs étrangers. Bah, quand le projet tient la route, je l'envoie chez un tel. Bon, donc Martin a contacté tout le monde et puis moi, entre-temps, j'ai commencé à me dire c'est quand même un peu crétin de me focaliser comme ça alors que j'ai adoré le bouquin. Donc au bout d'un moment, lui ayant enchaîné des refus de gens qui disaient qu'est-ce que c'est que ce truc-là, grosso modo, je la fais courte, mais c'est impubliable. Et moi j'ai dit mais si, allez, on y va. Et j'ai ouvert le champ aux auteurs francophones. D'ailleurs, on a publié une autrice marocaine, Zineb Bedjenoun, cette année. On a commencé à travailler avec des Belges. Et donc voilà. Donc grâce à Martin, on a ouvert ce champ-là. Et moi, je me suis pas trop posé la question parce que de toute façon, on a publié beaucoup de livres compliqués et difficiles. On travaille avec un auteur polonais qui est là, qui est architecte, qui fait de la bande dessinée sous AutoCAD, Lukas Wojciechowski. Enfin, on a des auteurs comme Franck Santoro, Dasho, qui sont dans des registres expérimentaux. Donc, ça me paraissait pas spécialement plus compliqué. Et puis, j'avais tellement accroché à l'histoire que, à vrai dire, je me suis pas trop posé la question. Et il y a eu un succès. En fait, on a coché toutes les cases. Là, il y a vraiment eu l'espèce de cercle vertueux qui arrive quasiment jamais. Enfin, nous, jamais à ce point-là. En 18 ans d'histoire de ça et là, on n'avait pas connu ça. Même si on avait eu un très gros succès avec Mon ami Damer de Derf Bagderf, vous connaissez peut-être, qui était notre précédent best-seller qu'on avait vendu à 36 000 exemplaires en 10 ans, qui avait été primé à Angoulême, etc. C'est vrai que avec La couleur des choses, on est rentré dans une autre dimension. Et dès le début, c'est-à-dire qu'on a eu un très fort soutien de notre diffuseur-distributeur. Les représentants des Belles Lettres avaient adoré le bouquin, donc ils ont fait un très beau travail de présentation auprès des libraires. Donc on a une bonne mise en place. Donc du coup, on a réimprimé directement après à la parution. Les libraires ont tout de suite enquillé. J'ai commencé à recevoir des coups de téléphone de libraires qui m'appelaient le week-end chez moi pour me dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là, c'est génial, j'en prends 100, machin. Donc ça, c'est des petits signes quand même, on se dit, ça peut être sympathique. Puis après, derrière, tout s'est enquillé, la presse, les festivals, donc on a réimprimé une fois par mois, et puis c'est un livre qui avait déjà très très bien marché avant le festival d'Angoulême. On était, alors je parle beaucoup de chiffres parce que comme je trouve qu'on en parle peu de façon générale, j'équilibre en parlant beaucoup, à tel titre d'ailleurs que tous les ans sur le blog des éditions ça et là, la semaine avant Angoulême, je publie les chiffres des ventes de nos nouveautés de l'année écoulée. Parce que je trouve que c'est intéressant que les professionnels et dans l'ensemble, même les lecteurs, les lectrices, sachent qu'est-ce que c'est que la réalité des ventes d'une maison d'édition indépendante. Et donc, on était à 15 000 exemplaires avant le festival d'Angoulême de La couleur des choses. Boum, le Fauve d'Or, là on en imprime 20 000, après on en imprime 10 000, et là on est à près de 50 000 exemplaires vendus, ce qui est énorme, enfin ce qui est vraiment gigantesque. À l'échelle de ça et là, c'est ce fameux succès. C'est colossal, quoi. C'est même, je dirais, à l'échelle, alors évidemment pour une très grosse maison d'édition, c'est pas un méga best-seller, mais c'est une très bonne vente pour n'importe quelle maison d'édition. Pour vous donner un ordre d'idée, chez les généralistes ou les spécialistes BD, il est dans les 20 meilleures ventes de l'année, enfin sur les 12 mois écoulés. Donc c'est un phénomène, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé à un stade où c'est les gens, c'est plus les préconisateurs qui font vendre le livre, c'est les gens qui en parlent entre eux, qui font bouche à oreille. Et donc c'est assez génial. Alors justement, face à des livres aussi particuliers, bon là, celui-là, il a trouvé son public assez vite. Sophie Cadio, comment cette diversité éditoriale, ces initiatives d'éditeurs qui sortent de nulle part et qui font un travail incroyable, comment
ces livres-là arrivent en bibliothèque puisque, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a ce rempart du marché qui fait que la bibliothèque n'achète pas en direct. Et comment ça se passe? Est-ce que ce filtre libraire, il est hyper important et le filtre de la presse et des préconisateurs? Alors effectivement, il y a ce filtre. Alors moi, juste pour préciser, donc j'ai fait ce mémoire sur la biodiversité en bibliothèque, mais pas spécifiquement sur la bande dessinée, parce qu'en fait, donc j'ai interviewé tout un tas d'éditeurs et plus précisément des éditeurs de littérature. J'ai demandé des interviews d'éditeurs de BD, mais j'ai eu peu de réponses. Je pense que des petites structures, des gens très occupés, des périodes de salon peut-être aussi. Donc, je ne sais pas si je pense que je vous ai contacté, mais j'ai envoyé beaucoup de demandes un peu tous azimuts à des éditeurs de jeunesse aussi. Mais je pense aussi que la bande dessinée a une place un peu à part parce que, comme vous le disiez, c'est une constellation qui est riche et diversifiée, mais qui est quand même délimitée, qui est identifiable, préconnue. Enfin, je pense que les bibliothécaires qui font des acquisitions en BD ont assez facilement une vision assez claire du paysage, ce qui n'est pas forcément le cas en littérature. C'est le cas aussi en jeunesse, donc c'est pour ça que la jeunesse, la poésie, la bande dessinée ont cette place à part avec une vraie place de la biodiversité dans les bibliothèques. Mais effectivement, ensuite, il y a tout un tas de freins. Donc, moi, ce que j'ai essayé d'étudier un peu pour ce mémoire, c'est quelque chose. J'avais une espèce d'idée que l'édition indépendante et les bibliothèques étaient faites pour s'entendre et qu'elles s'entendaient. Que globalement, c'est des acteurs qui défendent des missions de service public en fait. La biodiversité est dans la nouvelle loi Robert sur les bibliothèques de 2021. Il n'y a pas le mot biodiversité, mais il y a la diversité de la pluralité culturelle, la diversité des collections figure vraiment dans la loi et de toute façon ça figure vraiment dans le cœur de métier des bibliothèques. Et les éditeurs effectivement indépendants qui pratiquent ce sport de combat, c'est aussi presque une mission de service public puisqu'on n'est pas dans un impératif de rentabilité. Et symboliquement, il y a vraiment des rapprochements très forts entre les deux. Et pas que symbolique d'ailleurs, parce qu'en fait, alors c'est bien que vous parliez de chiffres, parce que je trouve que c'est aussi quelque chose qui est souvent difficile à trouver. Il y a comme des fois un flou sur plein de données, ce qui ne facilite pas la communication entre les acteurs, je pense. Parce que par exemple, pour les éditeurs indépendants, c'est quasiment impossible de savoir dans quelle bibliothèque ils se trouvent ou combien d'exemplaires les bibliothèques ont acheté. Or, du coup, il y a une espèce d'impensé là, de flou. Donc les éditeurs pensent souvent qu'ils sont trop peu présents en bibliothèque. En réalité, on ne sait pas si c'est le cas ou pas. Donc si il y aurait des moyens de le savoir, peut-être via la SOFIA, que je n'ai pas non plus réussi à interviewer, mais via la redistribution du droit de prêt aux auteurs et aux éditeurs, on a un compte très précis des livres qui sont achetés en bibliothèque, et du coup on aurait moyen d'objectiver ça. Comme effectivement, une vente de 1000 bandes dessinées en moyenne, il y a je crois 8000 bibliothèques en France, donc si déjà on part du principe que chacune de ces bibliothèques achète une part non négligeable de la production des indépendants, en termes juste de vente pure et simple, c'est déjà important pour les éditeurs. Alors justement, Serge, est-ce que vous avez un rapport avec les bibliothèques? Je sais que vous faites souvent les tournées de librairie, ça c'est quelque chose de très ancré chez ça et là, et c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Mais en bibliothèque alors, est-ce que c'est intéressant pour vous d'avoir des liens directs ou pas? Oui. Comme vous le disiez, c'est un partenaire naturel, des gens spontanément lesquels on a envie de travailler, de faire des choses. D'ailleurs, on l'a fait. Alors nous, on est basé en région parisienne, donc on a fait des choses avec la VV, on a fait des choses avec plusieurs médiathèques de la région, et c'est plus compliqué évidemment en province, mais quand on est sollicité, soit pour que certains de nos auteurs ou nos autrices viennent faire des interventions en médiathèque, soit moi pour venir présenter la maison d'édition ou présenter l'édition indépendante, qu'est-ce que c'est, où ça va, d'où ça vient, je le fais volontiers. C'est vrai qu'il faut pas hésiter à solliciter les maisons d'édition indépendantes que vous avez à proximité. En général, on aime bien faire ça et expliquer comment on fonctionne. Parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que l'édition indépendante, et l'édition indépendante de BD, c'est encore quelque chose de particulier, mais c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est des acteurs individuels à contacter, c'est pas forcément évident d'identifier quelle est la personne à contacter sur les sites internet des différentes médiathèques, il n'y a pas des interlocuteurs comme ça précis, donc ça se fait un peu par capillarité, par hasard, par chance. Quand on est sollicité, donc on répond, mais le faire de façon proactive, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais c'est pour ça que, comme je disais, au niveau du SEA, on a essayé de mettre en place des outils, d'essayer de donner quelque chose, un site internet, produire des informations qui soient utilisables par les professionnels de la chaîne. Et c'est vrai qu'il y a sûrement des choses à inventer pour une meilleure façon de se rencontrer. On n'a jamais fait de choses à l'ABF, par exemple, le congrès annuel qu'il y a de bibliothécaires. C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à faire. L'ABF
en général, c'est les gros éditeurs qui viennent se présenter. J'ai toujours trouvé ça un petit peu paradoxal. Qu'une grosse maison d'édition comme Dargaud vienne se présenter aux bibliothécaires, je pense que c'est pas forcément indispensable. Enfin, il y a peut-être plus de besoin pour vous de comprendre qui on est et comment on fonctionne. Donc voilà, mais ça c'est des discussions qui doivent se faire entre les structures collectives qui représentent les éditeurs et d'ailleurs les structures collectives qui représentent les auteurs aussi, puis les organisateurs de ce type d'événements. Et est-ce qu'en termes pour faire connaître les livres, parce qu'il y a ça aussi l'enjeu de cette bibliodiversité, c'est qu'il faut qu'on les connaisse pour pouvoir les demander à son libraire. Après, chez ça et là, vous faites les services de presse pour les journalistes d'une manière très active, avec un suivi. Est-ce que des envois en bibliothèque, ça existe, ça, par exemple? Non. Ok. Ça existe, il y a des éditeurs qui font ça, des envois aux libraires, ouais. En fait, on communique aussi par les revues type Bibliothéca, je sais pas si vous la lisez, enfin, il y a le Livre Hebdo, qui est quand même une revue, enfin, en communiquant dans Livre Hebdo, ça sert à ça aussi, oui. C'est quand même très lu par les libraires et les bibliothécaires. C'est une façon indirecte de faire passer l'information, mais c'est compliqué aussi. Il y a un gros goulot d'étranglement, il y a beaucoup d'informations de la chaîne du livre et du monde de l'édition, donc c'est pas évident. Ouais. On peut pas donner un service de presse, pour être hyper pragmatique, on peut pas donner un service de presse à des médiathèques aussi, parce que les médiathèques achètent les livres en 1 ou 2 exemplaires, enfin ça n'a pas trop de sens. Enfin, il n'y a plus d'économie. Si on doit faire 8000 ou même 800 services de presse, ou même 50 services de presse aux 50 plus grandes médiathèques, après peut-être on pourrait considérer que les médiathèques départementales sont des interlocuteurs qui, pour le coup, ça serait pertinent de leur envoyer des... Mais ça coûte de l'argent, enfin, il y a les frais d'affranchissement, enfin, pour les petites structures indépendantes, c'est quand même un petit peu compliqué de pouvoir se permettre de supporter ce type de dépenses. Oui, Suzy, que vous vouliez réagir, puis je voudrais interroger Frédéric après sur un autre point. Oui, juste, il y a effectivement des éditeurs qui le font quand les bibliothèques travaillent en réseau. Par exemple, à la ville de Paris, il y a ce système de collectifs de veille. Donc, il y a une trentaine de collectifs spécialisés sur différents domaines. Et alors, il faut déjà l'identifier en tant qu'éditeur, c'est ça la difficulté. Mais une fois que ça a été identifié, il y a des éditeurs qui font la démarche d'envoyer leurs publications, et donc c'est pas effectivement faire bibliothèque par bibliothèque, ce qui impliquerait déjà de connaître la bonne personne, ce qui est impossible parce qu'en plus il y a une grande mobilité en bibliothèque, ce qui est un peu contre-intuitif parce qu'on peut penser que par rapport aux librairies qui est un commerce, les bibliothèques seraient plus stables avec des gens qui restent. Or en fait, non. Enfin, les bibliothécaires changent très souvent d'établissement, et comme c'est des relations qui se créent sur le long terme, souvent entre 2 personnes, en fait, entre un éditeur et un bibliothécaire, enfin, c'est beaucoup d'interpersonnel. Et quand les gens partent, voilà, souvent la relation après s'arrête là, quoi. Mais ce système de réseau et de collectif permet un peu de contrer ça. Frédéric, dans votre ouvrage, vous posez la question à tous les éditeurs sur quelle est la part d'un travail qui ne serait non éditorial, mais qui permet à la maison d'avoir un équilibre, ou en tout cas de s'ouvrir à faire d'autres choses. On pense à un travail d'animation en milieu scolaire, d'exposition aussi, ou de commande graphique, pourquoi pas. Est-ce que le lien des éditeurs ou des auteurs qui ont créé des maisons avec les bibliothèques peut faire partie d'une des solutions de combat ou d'une des solutions de survie? Elle en fait déjà partie, en fait. C'est clair que les interventions d'éditeurs et surtout d'auteurs de ces maisons d'édition alternatives sont demandeurs dans une certaine mesure d'intervention dans des bibliothèques et des médiathèques, et il y en a un certain nombre qui le font déjà, que ça soit pour des animations auprès de la jeunesse ou pour monter des petites expositions. 2024 l'a pas mal fait, ils le font moins maintenant parce qu'ils ont moins le temps, mais 2024 l'a beaucoup fait dans leur début. Ouais, on voit j'ai pris sur le site, on trouve dans votre mémoire une installation de 2024. Donc bien sûr, ils sont demandeurs, et c'est gagnant-gagnant entre guillemets, c'est-à-dire que ça permet à la fois pour les éditeurs et les auteurs d'avoir des compléments de revenus, et pour les bibliothèques et les médiathèques d'avoir des animations, des choses nouvelles à présenter aux lecteurs, pour les conduire ensuite vers les livres, évidemment. Donc bien sûr, c'est extrêmement important. Après, il reste un petit point d'achoppement, puisqu'on parlait des chiffres tout à l'heure. Là aussi, il faut en parler. C'est-à-dire que pour les éditeurs et les auteurs, c'est du temps. C'est du temps qu'ils doivent prendre sur leur travail de réalisation de bande dessinée ou d'édition pour les éditeurs. Donc c'est du travail qui doit être rémunéré. Tout à fait. Clairement. Donc là aussi, il y a des chartes qui existent, des tarifications assez claires. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors après, c'est pas des sommes mirobolantes. Je connais justement dans les éditeurs alternatifs et les auteurs qui travaillent avec. Je connais personne qui a des comptes en Suisse, peut-être Martin, mais c'est normal.
Serge maintenant, parce que on n'est pas dans des chiffres. Oui, mais enfin Serge, il parle des 50 000 exemplaires de Martin, mais enfin justement il fait le bilan tous les ans. Oui, il explique bien justement ses ventes sur l'année écoulée, même sur les 2 ans écoulés, si je me rappelle bien, avec les vendus, les retours, etc. C'est super intéressant. Et c'est vrai que en fait 50 000 c'est pas du tout représentatif. La moyenne elle est de quelques centaines. Quand elle dépasse 1000, c'est super. Et en fait c'est même moins chez la plupart des autres éditeurs, et même chez les gros éditeurs, entre guillemets, les éditeurs commerciaux, industriels, les Targo, etc. Il y a les têtes d'affiche qu'on connaît bien, sauf que la plupart de leurs bouquins se vendent pas plus. C'est-à-dire que la différence, c'est qu'eux, ils en produisent en masse. Et on les voit en masse sur les tables des librairies, pas forcément dans les bibliothèques, mais en tout cas dans les librairies, on les voit en masse, ça veut pas dire qu'ils se vendent en masse non plus. Alors bien sûr, ils ont des best-sellers tous les ans, ce qui leur permet de tenir. Mais après, c'est pas les mêmes chiffres et c'est pas les mêmes proportions. Sur la bibliothèque, ça me fait penser à autre chose. C'est le petit décalage qu'il peut y avoir parfois entre ce qui paraît en librairie et ce qu'on peut avoir accès en bibliothèque ou en médiathèque. Alors j'ai pu remarquer au fil des ans que ce décalage se réduit de plus en plus. On a de plus en plus facilement accès à des livres récents dans les bibliothèques et les médiathèques, mais il reste un petit décalage pour les parutions les plus récentes, surtout pour les éditeurs les moins connus, les moins récents, parfois ceux de ce second souffle, qui sont un peu moins connus, pour les plus jeunes. Et je pense aussi pour une génération dont moi j'ai pas traité, en tout cas pas encore dans ce livre-là, mais que j'ai envie d'appeler le troisième souffle, la troisième génération, avec des éditeurs dont je vous parlerai, je pense aujourd'hui, comme Flûtiste, comme Réaliste, comme 2-3 autres comme ça, qui sont pas encore faciles à trouver en librairie, qui marchent surtout encore sur les salons, par le bouche à oreille, sur Internet. Et c'est à mon avis ceux-là qui mériteraient peut-être d'être encore plus soutenus et pour lesquels pourtant c'est le plus difficile de choper les informations. Donc là, il y aurait un petit travail à faire, je pense. Ouais. On voit finalement comme cette position d'articulation indispensable qu'est le libraire, spécialisé, qui va pouvoir repérer, lui, grâce au réseau commercial, grâce à ses propres infos, pour transmettre aussi aux bibliothèques au moment des achats. Juste Martin, vous, en tant qu'auteur, en quoi c'est important une bibliothèque? Qu'est-ce que vous aimeriez y trouver? Qu'est-ce que vous, je sais pas, peut-être si vous êtes déjà intervenu en bibliothèque, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant d'y faire? Alors, j'ai pas encore intervenu en bibliothèque, il me semble, mais j'étais j'ai beaucoup fréquenté les bibliothèques. Alors maintenant, je suis dans une zone germanophone, donc la librairie francophone est un peu plus réduite. Mais je trouve qu'en fait, pour moi, c'était un lieu où justement, on pouvait prendre le risque de louer quelque chose de peut-être bizarre, ou enfin de prendre le risque de lire quelque chose d'original, de pas commun, sans se dire oh mon Dieu, je vais investir 20 € dans quelque chose qui va pas du tout me plaire. Et j'ai découvert énormément de genres et de styles et de livres différents à travers en fait cette expérience de bibliothèque. Donc je pense que rien que là en fait c'est très important. Maintenant, ce qui est intéressant aussi en tant qu'auteur, c'est qu'on peut aller chercher son livre et puis voir s'il est loué ou pas. Donc on a une sorte de data. Alors moi j'ai fait une petite enquête, très très rapide, juste 10 minutes hier sur Internet. J'ai pris 4-5 villes en France sur la couleur des choses. Alors moi je viens de Lyon, donc j'ai regardé Lyon. Il y a 20 exemplaires de la couleur des choses qui sont dans la bibliothèque. Et il n'y en avait aucun disponible. Si, il y en avait un disponible. Et tous les autres étaient réservés sur plusieurs semaines. Ça. J'ai tapé la requête sur les médiathèques de Bordeaux. La fiche existe. Et il n'y avait aucun exemplaire, mais même de rien du tout. Donc j'étais très surpris. Donc à Bordeaux, on ne lit pas la couleur des choses du tout. Et par contre, dans les autres, Metz, Nancy, Lille, partout, il y a 3-4 exemplaires et impossible de le mettre la main dessus. Donc visiblement, ça intéresse. Oui, c'est intéressant ce que tu sais, parce que c'est vrai qu'on fait des livres qui coûtent cher, parce qu'ils coûtent cher à fabriquer. Donc les prix de vente de nos livres sont assez chers. Nous, chez Silent, on a un imprimante moyen à 20 €. Et c'est vrai que il y a des gens qui peuvent pas se permettre d'acheter plusieurs livres par mois ou même par année à ce prix-là. Et c'est vraiment un moyen hyper important d'avoir accès les médiathèques sont un moyen unique et hyper important pour ces lecteurs-là d'avoir accès à nos livres. Nous, on le recommande volontiers. Là, on avait un stand à la fête de l'UMA le week-end dernier. Les gens qui me disaient, ouais, ça a l'air super, mais je ne branche pas. Je dis, demande à ta médiathèque de le commander. Enfin, il y a plein de gens qui ignorent, en fait. On peut demander, oui. Moi, je passe leur temps à leur dire, mais il y a un livre quelque part dans votre médiathèque et vous écrivez les bouquins que vous avez envie d'avoir et puis n'hésitez pas. Et ça, je le fais vraiment volontiers. Je trouve que c'est un moyen hyper intéressant pour nous même s'il n'est pas financièrement très intéressant, nous, notre vocation, c'est de faire connaître nos auteurs, nos autrices, nos livres, et c'est un des moyens de le faire. C'est primordial. Enfin, moi, ça me fait penser, du coup,
En même temps, enfin c'est plus personnel, mais par exemple j'ai découvert Alex Barbier à 19 ans dans une bibliothèque municipale. Je serais peut-être pas allé vers Alex Barbier dans une librairie, mais là je l'ai pris, j'ai découvert. Alors ça a été un choc évidemment, puis après j'ai tout dévoré. Mais alors on va pas apprendre leur métier aux bibliothécaires, évidemment ils le savent, ça ce rôle il est primordial. Et du coup il y a un lien fort qui se construit vers ces éditeurs alternatifs, dans lesquels on va pas forcément le plus facilement en librairie, parce que ça dépend beaucoup des librairies. D'ailleurs, j'ai pu remarquer, petite parenthèse, que souvent, ces maisons d'édition alternatives sont mieux représentées, voire mieux défendues dans les librairies généralistes que dans des librairies spécialisées en bande dessinée. Mais effectivement, pour terminer là-dessus, et sans faire allusion à quiconque, le travail de bibliothèque là-dessus, il est primordial, et il y a un lien fort à entretenir entre la bibliothèque et cette édition alternative. Oui, il y a effectivement le fait déjà que les bibliothèques achètent ces livres, donc fassent ce travail de veille, d'identification. Après, il y a le fait de les valoriser aussi, qui est hyper important, parce que c'est des publications qui effectivement sont des fois un peu difficiles à défendre. Le lecteur va peut-être pas aller tout de suite dessus et va peut-être se diriger vers quelque chose qu'il connaît plus. Les bibliothécaires ont aussi parfois tendance à valoriser ce que les gens connaissent, enfin pour être aussi être dans la chaîne du livre, quoi. Enfin, certaines publications, si elles restent cachées en rayon, elles sortiront pas. Et là, il y a vraiment, un travail qui est fait dans certaines bibliothèques. Je sais qu'il y a des collègues ici qui font vraiment ça, avec la Wawel ou à la bibliothèque, la médiathèque Hélène Bert par exemple, qui a un fonds qui s'appelle Les Inattendus et qui est quand même un ovni dans ce qui peut se faire en bibliothèque sur l'édition indépendante. Déjà, ça s'appelle pas les indépendants, c'est quand même un pas de côté par rapport à ce qu'on pourrait attendre. C'est vraiment quand on rentre à l'entrée de la médiathèque. Donc on tombe là-dessus immédiatement et c'est plein de choses rares, qu'on n'attendrait pas forcément ici. Donc il y a ce travail de médiation. Et la question c'est, ça fonctionne, c'est-à-dire que les livres sortent, ils sont empruntés, parce qu'on peut le faire. Alors là-dessus, je m'engagerai pas sur peut-être un témoignage, mais après oui, je pense que ça fonctionne. Enfin que aussi plein de gens ne seraient pas allés en rayon chercher spécifiquement ce livre d'un auteur dont ils n'ont jamais entendu parler, mais parce qu'il est là, parce qu'il passe, qu'ils ont pris des livres pour leurs enfants ou je ne sais quoi, et parce que le livre est beau, parce qu'il est disponible et facile à du coup ils vont l'emprunter. Ouais, en fait ça c'est quelque chose qui m'intéressait aussi un peu de creuser pour mon mémoire, parce que j'avais aussi un peu cette idée-là. Et effectivement, je pense que avec cette grande modernisation des médiathèques depuis plus de 20 ans, cette ambition de coller aussi à la demande, on peut avoir tendance aussi des fois à être dans une politique de répondre à la demande plutôt que de proposer une offre audacieuse. Et pour avoir fait partie aussi de collectifs de veille, j'ai entendu parfois des livres refusés parce que on estime qu'ils répondront pas à la demande, ou on se dit ça sortira jamais. Donc et du coup on s'auto-censure et on s'interdit de les acheter déjà en bibliothèque pour ça, parce qu'on imagine que ça répondra pas à une hypothétique demande qu'on ne connaît même pas forcément toujours très bien. Donc je pense qu'il y a effectivement ça et le risque du coup d'être dans une idée un peu normative du livre et de ce qu'on doit proposer, et de refuser ce qui va être un peu trop audacieux, ou même tout simplement pour des raisons des fois un peu matérielles, un livre trop petit parce que il va se perdre dans le rayonnage, ou s'il est trop grand, au contraire, on va pas réussir à le ranger, ou il est trop fragile, ou trop bizarre, je pense qu'il y a peut-être ça fait partie des écueils, des freins que j'ai pu imaginer, ouais. Je vais juste rebondir justement sur un terme qu'on a entendu plusieurs fois, sur le terme d'indépendant. Alors moi, pour rester dans la notion de combat, c'est un peu mon combat plus personnel. C'est un terme que j'aimerais entendre de moins en moins, même s'il a été très utilisé, surtout dans les années 90, et qu'on utilise beaucoup parce qu'il est pratique, mais il se justifie de moins en moins, dans le sens où il est difficile à définir. Un éditeur indépendant, que ce soit en bande dessinée ou ailleurs, mais c'est très valable en bande dessinée, à mon sens, ça n'existe pas. Un éditeur est forcément dépendant de quelque chose. Au minimum, et dans le meilleur des cas, uniquement de ses lecteurs. Il faut bien que les gens achètent les livres. Les éditeurs alternatifs, ils peuvent dépendre aussi d'activités complémentaires. Il y en a certains qui dépendent carrément du chômage ou du RSA pour arriver à compléter leurs revenus. Ils peuvent dépendre d'animation pédagogique, etc. Ils dépendent aussi plus ou moins, pour certains, de subventions publiques. Donc l'indépendance totale n'existe pas. Après, ce que j'aime bien dans ce terme d'indépendant, quand même, c'est qu'il permet de rappeler qu'on a des éditeurs qui sont indépendants des gros groupes de ce que j'appelle l'industrie culturelle, qui sont des groupes tentaculaires, qui ont tout un tas de petites maisons d'édition, qui ont parfois même des collections, des maisons d'édition qui se font passer pour indépendantes, alors qu'en fait, quand on fouille un peu, non, ils sont rattachés à un gros groupe. Donc ça, faut se méfier un peu. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme d'alternatif, qui colle mieux à une réalité contemporaine.
Alors sans jugement de valeur, hein, bien sûr, mais pour être vraiment dans une description plus précise d'une réalité contemporaine de l'édition en ce moment, que ça soit en bande dessinée ou peut-être ailleurs. Le reste, je connais moins, évidemment. Mais voilà, pour préciser ce vocabulaire. Très bien, merci. Peut-être une petite conclusion sur l'ouverture, sur l'avenir. C'est une question que vous posez à tous les éditeurs. Comment vous envisagez l'avenir? La plupart vous disent soit on ne sait pas, soit pas bien. Serge, pour ça et là, et pour... pas au nom du syndicat, mais par rapport à vos collègues, comment le marché de la bande dessinée, l'avenir de ce secteur se profile selon vous? Est-ce que l'étape de légitimation passée, l'étape du Covid passée, le retour en librairie, on connaît les questions de crise, d'inflation, et de tout ça. Et comment on peut envisager l'avenir? Est-ce que la lutte continue, j'imagine? Oui. Parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a tous et toutes appris à vivre avec cette incertitude. C'est-à-dire qu'il y a un côté montagne russe qui est très prégnant et structurel en fait dans l'édition indépendante. C'est pas du tout conjoncturel puisqu'on n'a pas la taille nécessaire qu'ont les grosses maisons d'édition avec leurs gros blockbusters pour être sûr d'avoir une certaine pérennité. Donc tant que ça passe. Après, en ce qui concerne ça et là, c'est vrai que là c'est un cas un peu particulier parce qu'on a eu cette chance énorme d'avoir deux succès consécutifs parce qu'il y avait aussi Écoute Johnny Marcia qui avait gagné le Fauve d'Or l'année dernière à Angoulême. Mais en même temps, ça change pas la vie de la maison d'édition. C'est-à-dire que je sais très bien qu'il y aura un retour à la normale d'ici un an. Donc, on en profite là. On rembourse toutes nos dettes qui étaient fort nombreuses. On améliore aussi les conditions de nos auteurs, de nos autrices. On augmente nos avances, etc. Donc, on met en place des choses qui relèvent de pratiques vertueuses qu'on pouvait pas forcément mettre en place avant. Mais ça va pas changer notre vie. Et pour l'édition de bande dessinée au sens large, je crois que c'est un peu compliqué. On a eu une phase un peu magique pendant 2 ans où il y a eu une explosion des ventes de bande dessinée. Les rayons BD ont vraiment doublé quasiment de taille, en tout cas de chiffre d'affaires, notamment et quasiment exclusivement grâce au manga, qu'il faut pas se leurrer. Mais c'est intéressant parce que le manga c'est de la bande dessinée, donc c'est très très bien. Enfin moi j'en suis ravi, étant aussi lecteur de manga. Mais après il y a un retour à la normale là quand même qui s'est opéré là depuis le début de l'année. On sent que 2023 un peu compliqué pour tout le monde, même pour les éditeurs de manga. On est quand même dans des chiffres de vente qui sont supérieurs à ce qu'était 2019, donc on peut espérer qu'on a grappillé des lecteurs, des nouvelles lectrices, mais on a encore un travail à faire. Nous, éditeurs alternatifs aussi, on a encore des nouveaux lecteurs, des nouvelles lectrices à aller chercher. Et voilà, c'est un travail continu et qu'on continuera à faire. De toute façon, il faut toujours remettre le métier sur l'ouvrage à chaque nouveau bouquin publié en permanence. Donc ça, c'est une habitude qu'on a tous pris. Oui, ça, je pense que c'est vraiment aussi une caractéristique des éditeurs alternatifs ou indépendants, la remise en question permanente, peut-être beaucoup plus que dans un très bon groupe. C'est ce que j'ai appelé, c'est un endroit, je crois, dans mon intro, la croisée des chemins, l'édition alternative de bande dessinée, vraiment la croisée des chemins, parce qu'elle a obtenu sa légitimation, elle est un peu plus visible dans l'espace médiatique, il y a des lecteurs fidèles. Maintenant, pour tenir, il va falloir trouver de nouveaux lecteurs, arriver à consolider les bases, faire vivre les catalogues. Et ça va demander encore plus de liens, d'interaction entre les différents acteurs de l'édition, libraires, bibliothécaires, éditeurs. Pourquoi? Parce qu'on a eu une surproduction. Alors certains ne sont pas d'accord avec le terme. Pour moi, il y a eu surproduction. Et il y a encore surproduction dans le domaine de la bande dessinée. Et on voit qu'on y arrive au bout dans le sens où même dans le manga où ça a explosé, on constate ces derniers mois que ça commence à se tasser. Le problème, c'est que parallèlement, il y a l'augmentation des coûts du papier, des coûts de distribution avec les coûts des carburants, du transport, etc. Donc forcément, les livres coûtent plus cher à produire, à distribuer. Les éditeurs répercutent un petit peu leurs coûts sur leurs livres, mais pas dans les mêmes proportions que ce que leur coûte. Donc ça veut dire que les problèmes de trésorerie vont devenir de plus en plus cruciaux. J'ai pu constater que les éditeurs alternatifs sont pas ceux qui répercutent le plus leurs coûts en plus sur leurs livres. Donc là, on est vraiment à la croisée des chemins et le combat dont on parlait en introduction, il va repartir de plus belle, je pense. C'est pas forcément pessimiste, parce que c'est ce qui fait vivre aussi ces éditeurs-là qui ont envie de se battre. J'essaie de chercher une note positive. Oui, c'est pas évident de rebondir. Il va pas falloir se relâcher, en quelque sorte. Non, mais c'est marrant que tu parles de l'évolution des prix, la façon dont les gros et les petits répercutent ça. Les gros le font effectivement systématiquement. Il y a un truc qui m'a vraiment choqué, c'est comment il s'appelle, le Blanc Jancovici, là, le Monde sans fin. Oui. Ils ont augmenté le prix du Monde sans fin. Il est passé de 27 €, qui était déjà bien cher, à 29 €. C'est un bouquin qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires. À 1 million ils avaient aucune raison d'augmenter le prix d'un livre qui était déjà cher, compte tenu de son succès, du volume de production. Donc là, ils ont juste augmenté le prix parce que on est dans un moment où on peut augmenter le prix du livre parce que le prix du papier, mais sur un livre qui a dégagé une rentabilité, mais colossale. Donc, il y a vraiment des fois des comportements, et c'est aussi en ça on est alternatif.
C'est aussi pour ça. Merci beaucoup Martin, Serge, Swazik et Frédéric de cette prise de parole. Merci à vous. On va enchaîner rapidement.